Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Alors d'abord, je pense qu'en France, on n'a particulièrement pas de culture de l'évaluation. Ça, c'est quand même. J'avais soulevé cette question dans un de mes précédents travaux sur la vidéosurveillance. J'avais montré ça. C'est quand même très frappant. On fait des audits internes, on se rassure, etc. Mais l'indépendant, l'évaluation indépendante, etc. Bon, alors qu'on en a tous les outils dans la science sociale. Le drame, il est là. C'est qu'en réalité, de plus en plus, les administrations, sous commande politique, se servent des cabinets à la fois pour faire vaguement un peu d'évaluation, surtout pour faire de la com, du prévisionnel et du machin. Mais c'est absolument dramatique. Ça n'a rien à voir avec l'évaluation. Rien à voir avec l'évaluation, qui suppose, l'indépendance totale de l'évaluateur, la mise en œuvre d'un certain nombre de méthodes propres aux sciences sociales que ne maîtrisent pas du tout les cabinets de conseil en question. Donc on voit bien que non, on fait de la com précisément et pas de l'évaluation. Je l'avais montré sur la vidéosurveillance, c'était quand même incroyable qu'il y ait finalement jamais personne qui est allé vérifier la promesse. La vidéosurveillance révolutionne la lutte contre la délinquance, officiellement. Juste vérifier ce truc-là, voilà. Ce qui suppose beaucoup de travail, beaucoup d'enquêtes, etc. Voilà. Donc, on n'a pas du tout de culture de l'évaluation. Et puis, deux, comme on le disait au tout début de cet entretien, on est allé tellement loin dans les renoncements, les aveuglements, les hypocrisies, etc., pendant la crise du Covid, que waouh, ça fait mal, en fait, si on veut vraiment faire une évaluation indépendante qui met tout tranquillement à plat. Vous avez fait ça, vous avez dit ça, vous aviez à ce moment-là telle information, il s'est passé telle chose. Bon, voilà. Mais on n'a pas regardé le confinement. Merveilleux objet, en fait, pour les sciences sociales. Évaluation de l'impact des confinements. Personne ne fait ça. Je veux dire, l'idée globale qu'il faut évaluer les politiques publiques dans leur globalité et voir ce qu'elles font à la société, est-ce qu'elles remplissent le but qu'elles prétendent avoir atteint, est-ce qu'elles ont d'autres effets qui n'étaient pas éventuellement pas prévus, etc. Les confinements, c'est un objet énorme parce que ça a des impacts à tout point de vue, collectif, individuel, économique, sociaux, psychiques, etc. Ça a des impacts de court terme, de moyen terme, probablement de long terme. Un certain nombre d'adolescents dont ça a mis en péril la scolarité, ce phénomène de décrochage. Quand vous avez un échec à la fin de l'année ou une orientation qui n'était pas celle que vous voulez, donc en réalité, ça impacte toute votre trajectoire scolaire. Et par ailleurs, le diplôme, c'est la clé de l'entrée dans la vie adulte, de l'accès à l'emploi, etc. Donc en fait, ça impacte toute la vie des gens. Bref, c'est toutes ces questions-là qui sont un minimum complexes, mais c'est notre boulot. On sait faire ça en sciences sociales, évaluer les politiques publiques. Bon, il n'y a jamais eu le début de ça, puisqu'officiellement, c'est merveilleux, tout va bien, on a sauvé un tas de vies. Enfin, voilà, on est en permanence infantilisé comme ça. Donc non, il n'y a pas du tout cette évaluation. Moi, ce qui me frappe beaucoup, au fond, c'est pas le manque de savoir, le manque d'intelligence, le manque de connaissances. C'est au contraire. Il y en a des piles. Se pose plutôt la question de la capacité de certaines personnes encore de cumuler en fait ces savoirs. Il y en a tellement qui s'empilent, on est tous pris dans des logiques d'ultra spécialisation, on se crée des niches, on multiplie les productions, les articles, les livres, les séminaires, les colloques, les résidences, les machins. Je n'ai jamais vu autant de ma carrière, les programmes, les sous-programmes, les projets, les trucs, c'est infernal. Se pose le problème de la capacité à synthétiser un petit peu tout ça, à s'approprier un petit peu tout ça. Il y a de moins en moins de gens qui sont en capacité à le faire, à prendre un petit peu de recul sur les choses pour avoir une vue un petit peu synthétique. Il y a quelques personnes, évidemment, mais qui sont donc des gens indépendants, intelligents, qui ont été la plupart du temps ostracisés, donc en France, comme dans tous les pays. J'ai publié sur mon blog de Quartier Général, j'ai traduit en fait en français un article israélien qui a étudié ces phénomènes d'ostracisation de tous les savants qui ont dit « mais arrêtez de faire n'importe quoi sur le Covid en paniquant là comme des... » et ce qu'on a vécu évidemment en France, mais Raoult, Perron, Fouché, machin, moi, Orion-Côte, machin, Montagnier, enfin de tous. Mais ça s'est passé exactement de la même manière dans les autres pays. L'article montre pour Israël, pour les États-Unis, pour l'Australie, absolument partout. Il faut également, il me paraîtrait, mais d'urgence absolue, qu'on mette sur la table ce fonctionnement du débat public, avec aujourd'hui quand même ce phénomène incroyable qui est moi j'appelle ça le contrôle de la pensée tout court par les géants du numérique. Enfin, puisqu'on a d'un côté de plus en plus, on va simplifier en appelant ça Monsieur Google, pour simplifier, mais il y en a d'autres. D'un côté Monsieur Google et puis les autres là, nous disent ce qu'il faut lire, nous ont présélectionné ce qu'il faut lire avec les algorithmes, les machins qui vont renforcer ce qu'on croyait, ce qu'on pense déjà, catastrophe. Et puis de l'autre, on a tous découvert à travers cette crise, ou si certains ne le savent pas, il faut qu'ils se réveillent, les phénomènes de censure. Moi, c'est un truc, j'avais jamais vu ça de ma vie.
C'est juste incroyable. Pour vous dire jusqu'où ça va. Je viens également de publier sur mon blog la traduction en français de ce qui est arrivé. C'est un exemple très concret, extrêmement... c'est très, très, très parlant, me semble-t-il. De mémoire, le 2 novembre 2021. Une des plus vieilles et prestigieuses revues britanniques de médecine, qui s'appelle British Medical Journal, publie, ce jour-là, le 2 novembre 2021, sa page Facebook est censurée par Facebook. Bon, c'est qui Facebook? Facebook, c'est un jeune homme, une jeune fille payés au lance-pierre dans un pays en voie de développement, dans un petit open space, et qui un algorithme met ensemble des trucs, et puis qui laisse passer, ou qui like ou qui like pas, c'est des choses comme ça. Il se permet de censurer des plus respectables le mécanisme. Donc, quelqu'un qui n'a aucune qualification, compétence pour rien du tout, va censurer une des plus importantes revues. C'est pas une personne, là. On est carrément sur une collectivité. Donc, c'est bien la science, quelque part, qui est en péril là-dedans. Et pourquoi ce jour-là? Pourquoi le 2 novembre 2021? Eh bien parce que ce jour-là, à la une de la page Facebook du British Medical Journal, il y a le résumé d'un article qui vient de sortir dans la revue, qui est un article qui questionne la sincérité et la probité et les bonnes conditions, y compris pratiques, de réalisation de l'essai clinique de Pfizer sur son vaccin, comme par hasard. Donc d'un côté, vous avez évidemment la version toute propre, l'article publié dans la revue qui va bien, le Lancet ou le New England Journal of Medicine, qui sont deux revues au cœur de la corruption des sciences médicales, comme les propres rédacteurs en chef de ces revues l'ont tous déclaré au fil des années. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc monsieur, madame Facebook, on va continuer, ou monsieur, madame Google, etc., vont censurer même plus une personne, une institution entière. C'est gravissime. Enfin, c'est absolument gravissime ce qui s'est passé. Et c'est en train de se généraliser partout. Et moi, j'estime que ça pose véritablement la question démocratique. Ça pose la question de la liberté d'expression. Ça nous pose à tous des questions monstrueuses. On ne peut pas faire comme si ne s'était rien passé. Et on doit d'autant moins le faire que ces mécanismes, talon d'Achille de la démocratie, se sont pas du tout arrêtés, parce que l'état d'urgence officiel n'existe plus depuis juillet 2022. Non, ça continue, ça se développe sur les autres sujets. Enfin, je veux dire, quand on suit la guerre en Ukraine, la crise énergétique, etc., on voit les mêmes phénomènes de propagande et derrière de censure qui se mettent en œuvre. Donc, est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on peut accepter, nous, soi-disant démocratie à la pointe du monde, blablabla, qui se permettant de faire des leçons aux autres? Ça fait rire. Hein. Si on parle de la corruption, on parlera aussi de nos leçons de morale aux autres pays. Mais est-ce qu'on peut accepter de vivre dans un système où, en réalité, donc d'un côté, on nous dit ce qu'il faut penser, on censure ce qu'on ne veut pas qu'on lise et qu'on pense? On est en train de nous fabriquer une société avec des petits robots qui vont marcher tout droit comme des pingouins. Enfin, c'est ça. Une espèce d'algorithmisation, non seulement de toute la dimension de notre vie, je veux dire, donc, moi, j'estime que ça pose des enjeux absolument fondamentaux, majeurs. Il faut les poser, il faut qu'on en discute. C'est terrible parce qu'en plus, on va commenter. Si on le met pas en question, on va s'y habituer petit à petit. Je veux dire, hier soir, je fais une interview sur un autre média alternatif, et à un moment donné, donc on discute, machin, à un moment donné, on arrive sur la question des vaccins. J'explique très tranquillement le boulot que j'ai fait. Quel boulot scientifique de base, je veux dire, la chose qu'on fait, on va orienter la bibliothèque, enfin, moi en tout cas, je travaille, je lis tout ce que je peux, absolument tout ce que je peux lire. Très vite, je comprends que si on veut évaluer un vaccin, on pose toujours 3 questions, c'est toujours les mêmes. Est-ce qu'il y a une protection individuelle? Est-ce qu'il y a une protection collective? Est-ce qu'il y a des effets indésirables graves? Si oui, dans quelle proportion? C'est basique, c'est normal. Bon. Et donc, on fait l'entretien, on arrive sur la question, on me dit « Ah, attendez 30 secondes, là, vous allez reprendre tout de suite, mais juste parce que à ce moment-là, on basculera sur une autre plateforme. » Je dis quoi? Ah oui, parce que si on parle même, donc avec des choses banales et neutres, comme je l'ai dit, en tant que chercheur, ah ben non, sinon YouTube va nous censurer. Donc on est en train tous d'intérioriser, c'est une catastrophe.